site internet où il y a de nombreux portraits qui sont diffusés. Ce sont des portraits interviewés, filmés, parfois écrits. Et ça permet en fait vraiment, par ces expériences et par ces témoignages, de montrer à la jeunesse que l'outre-mer, et même la jeunesse dans son ensemble, que tous les parcours sont possibles. Le but de Patrimoine unique et privé, c'est vraiment de diversifier le regard sur la société. Ça vient en complément de ces portraits de femmes. Il faut d'abord identifier quel patrimoine mettre en valeur, ensuite inventorier. La permanence de la culture, c'est en fait ce qui ne peut pas se toucher, c'est ce qui est immatériel, c'est ce qui se transmet de bouche à oreille, c'est la langue et toutes les manifestations immatérielles, parmi lesquelles les gestes et les savoir-faire. Donc prédominance de culture orale, des utilisations de matériaux organiques dans un environnement qui ne les conserve pas. Ça indique aussi un rapport à l'objet qui est un peu particulier, parce que du coup les objets qu'on fabrique ne sont pas des objets qui sont destinés à être conservés de manière permanente, mais la permanence de la culture s'effectue essentiellement par la transmission du savoir-faire. Donc une case n'est pas destinée à rester à jamais un monument élevé, mais est destinée à être refaite régulièrement, et c'est cette interaction par les gestes répétés qui vont eux-mêmes se faire selon des circuits sociaux particuliers qui vont animer et redonner vie à ce patrimoine. C'est un archipel de 18 000 km, en gros c'est 2 fois la Corse en superficie, autour de 95 000 aujourd'hui Kanak, la population autochtone de la Nouvelle-Calédonie, qui représente 41% de la population. Et la population de la Calédonie est constituée de diverses populations venues au travers de l'histoire. Cette histoire de patrimoine ne peut pas se comprendre sans qu'on mette en corrélation les collections avec des processus historiques qui vont se produire. Le deuxième aspect, c'est un aspect politique aussi. Cette histoire de patrimoine se fait aussi à un moment, se réalise à un moment où il y a une prise de conscience d'un renouveau culturel. Cette prise de conscience, c'est Jean-Marie Tjibaou qui va en être le principal porte-parole à partir de 1975. Il y a donc une vraie prise de conscience que ce que l'on fait au quotidien, ce que l'on a détruit pour des raisons religieuses, des raisons de conversion, pour des raisons aussi politiques, finalement ça avait de l'intérêt. C'est-à-dire que ce qu'on est soi-même, on peut le revendiquer en tant qu'individu de ce pays, et qu'on n'est pas obligé de se projeter dans une altérité qui nous est offerte, qui est de devenir des Français de l'outre-mer, et il y a d'autres modalités, en tout cas il y a quelque chose qui est propre au peuple kanak, qui est à retrouver. Donc c'est l'idée de kanak, c'est à ce moment-là que ce mot, qui est un mot d'ailleurs d'origine hawaïenne, qui n'a pas grand-chose à voir avec notre territoire, mais qui a été utilisé pour désigner les gens, les autochtones de Nouvelle-Calédonie. Et c'est à ce moment-là que surgit ce mot kanak et l'idéologie aussi du peuple kanak. On est dans un environnement où on a 28 langues principales qui sont parlées pour à peu près 100 000 personnes. C'est vous dire qu'on est dans une zone de différenciation à la fois linguistique et culturelle assez importante. Mais va se constituer cette idée que tout ça finit par constituer l'unité. L'idée, c'est l'appropriation culturelle, c'est installer la tribu dans la ville, comme disait le slogan de l'époque. C'est prendre conscience aussi des transformations, prendre conscience qu'on est à la fois héritier de quelque chose qui vient de loin, mais qu'en même temps, on est le produit des transformations historiques, qu'on le veuille ou pas. La colonisation est là, on ne peut pas l'enlever, et on est le produit de ça, d'une certaine manière. C'est toute cette histoire de réserve, etc. On ne peut pas l'enlever comme une peau, comme un vêtement dont on se détacherait. Il faut le prendre en compte, et ces processus historiques sont à intégrer parce qu'ils sont constitutifs de nous aujourd'hui. La naissance du centre Tjibaou, c'est un acte politique. C'est dans la foulée des accords de Matignon, mais c'est surtout lié à l'assassinat de Jean-Marie Tjibaou sur l'île d'Ouvéa en 89. L'assassinat de Jean-Marie Tjibaou est assassiné par un autre kanak qui s'opposait à la signature des accords de paix de Matignon. Et son assassinat va venir, d'une certaine manière, pour certains, sanctifier cette parole donnée. Ce bâtiment est assez impressionnant, construit, alors évidemment, ça c'est une vue ancienne, aujourd'hui c'est largement construit tout autour. Et c'est un bel endroit parce que c'est un endroit qui ouvre aussi sur la mer. C'est-à-dire qu'on est à la fois ancré dans le territoire
Et l'idée que l'identité est devant nous, c'est aussi faire face à l'océan, faire face à l'horizon. Donc l'idée qu'on construit un destin commun, c'est important aussi, parce qu'un destin commun nécessite de pouvoir, si on se met à peu près d'accord sur un point à atteindre à l'horizon, il faut qu'on puisse conjuguer les manières dont on regarde le passé. On a un musée avec des objets qui n'ont jamais bougé de chez nous, et finalement ces objets qui sont partis en Suisse, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Russie, etc., ils ont une histoire à eux, et ils ont une histoire qui est un peu comme celle de gens qui ont été envoyés, et ils parlent de nous, là où ils sont. Si vous allez à Berlin, vous voyez les objets Kanak, et vous savez qu'il y a des Kanaks qui existent dans ce monde. Et ça, c'est une idée qui est venue quand on a fait l'exposition de 90. Donc on a dit, il faut qu'on fasse revenir ces objets. Comme on rappelle les ambassadeurs, et là on les rappelle de temps en temps, on les fait revenir. Donc on a développé des liens avec les musées qui les possédaient, et on a fait venir sur des dépôts de 3 ans les objets. Parce qu'on a beau avoir les photos, la confrontation avec un objet en 3 dimensions, c'est quand même tout autre chose. Il y a une présence de l'objet, c'est pour ça que les musées sont indépassables d'une certaine manière, même avec les technologies virtuelles. Donc on fait revenir ces objets, on les met en contexte, on raconte des histoires, on fait venir les jeunes, et on fait venir les vieux pour en parler. C'est aussi une manière de redonner la parole aux gens sur des objets qui sont, quelquefois, ils sont plus suisses que kanak. L'idée, c'est pas de ramener les choses, c'est au contraire de prendre en compte le fait de leur dispersion pour animer cette dispersion et leur donner une signification d'aujourd'hui. Le patrimoine culturel, c'est quoi? C'est une manière d'échange, et c'est un véhicule de cet échange. Un autre grand temps de cette redynamisation de ce patrimoine, ce sont les expositions. La dernière grande exposition, elle avait eu lieu en 1934 à Paris, et elle avait été réalisée par Maurice Lénart. La première grande exposition internationale, la deuxième partie du XXe, elle a eu lieu en 90 à Paris, à Nouméa, et c'est vraiment une redécouverte d'un patrimoine. On commençait à faire des inventaires et on a commencé à revoir des objets qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Et enfin, en 2013-2014, l'exposition Kanak l'arrête une parole, qui a eu lieu à Paris et à Nouméa, a été aussi le moment de pouvoir redonner vie à ces objets en les mettant en relation à la fois avec un public qui est un public kanak, mais aussi avec les autres. Parce qu'encore une fois, ces objets sont des objets de médiation. Ils sont là, ils permettent de parler, de se parler. On a essentiellement 4 grandes collections en Europe. C'est la Grande-Bretagne, évidemment, le British Museum, qui a les musées les plus riches en matière ethnographique, le musée du Quai Branly en France, le Pigorini à Rome, Vienne en Autriche, qui a une collection qui est dont la rivière d'Autriche est assez amusante. Et puis il y en a partout. On ne se retrouve pas toujours avec cette configuration-là, c'est que le pays d'origine a conservé quand même une énorme collection et vraiment très intéressant. Il faut se dire que ce sont essentiellement les pièces les plus grandes, celles qui n'étaient pas transportables dans les valises, qui sont restées, mais pas uniquement, puisqu'il y a aussi le fait qu'il y a eu un musée très très tôt. C'est une colonie de peuplement, donc c'est une colonie dans laquelle on s'installe pour durer. Notre inventaire, il consiste en quoi? Il consiste à aller chercher ces objets, à les repérer d'abord, et à les inscrire dans un inventaire. C'est une idée donc ancienne, c'est une idée qui a commencé avec Jean-Marie Tjibaou, qui a continué à chaque fois qu'il y a eu des accords politiques, il y a toujours eu un accord culturel qui a revalidé l'idée qu'il fallait faire quelque chose avec ce patrimoine. Donc c'est un travail sur presque 40 ans, vous voyez, qui va trouver son aboutissement bientôt, puisqu'on va revenir à Nouméa pour rendre ce patrimoine. Aujourd'hui, on est sur les 187 musées et les 113 en France, on en a vu 50, c'est-à-dire qu'on n'a pas été partout, c'est complètement impossible, il faudrait faire ça sur 30 ans. On a vu environ 20 000 objets, peut-être un peu plus. On ne les a pas inventoriés, les 20 000, par contre on les a triés. Alors la grande question pour nous, c'est quel avenir pour ces collections? C'est vrai que du point de vue kanak, c'est d'abord de se reconnecter avec son patrimoine, c'est d'avoir, éventuellement le refaire. Il y a des gens qui font des monnaies aujourd'hui, on fait toujours des monnaies traditionnelles. Des gens sont intéressés par les photos de monnaie qu'on leur ramène. Du point de vue du musée occidentaux, c'est vrai que c'est la grande question, c'est comment redonner du sens à ces objets. C'est pas quoi trop penser sur certaines collections. Est-ce que c'est bien qu'elles soient là? Est-ce que c'est pas bien? Je pense que là, il y a vraiment une discussion à avoir, à essayer de réinsérer ces objets dans des processus historiques. C'est des objets qui proviennent de Nouvelle-Calédonie, ces objets qui ont une histoire quelquefois sympathique, quelquefois violente en Nouvelle-Calédonie, mais ils traduisent aussi une perception de l'Europe, du monde des ailleurs.
Et c'est vrai que tout le travail qui peut être fait à l'échelle individuelle, et c'est ce qu'on demande finalement aux gens quand on va restituer cet inventaire au mois de juillet là-bas, et maintenant à vous de jouer, maintenant à vous de continuer ce mouvement qui a été commencé il y a 40 ans.